Bonjour et bienvenue sur Radio Pulsar dans votre émission Poitou Pop, l'émission qui vous apprend à manger du bourgeois tous les jeudis des semaines paires. Et cette semaine, on a une émission des plus palpitantes avec nous aujourd'hui. Alors, on a dans notre studio Robin. Bien le bonjour Robin. Alors, on a aussi Padu. Bien le bonjour Padu, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Tranquillement. Alors aujourd'hui, on a Thomas qui est un peu en retard, mais bon, malheureusement, on ne peut pas être satisfait. La gauche, c'est ça aussi, c'est les retards. Et aujourd'hui, on a une émission des plus sympathiques. Alors on a Yurigan qui nous a préparé une chronique pour finalement un peu te présenter Padu. Je me suis pas trop spoilé, donc on va voir ça ensemble. Ensuite, on va parler pendant 20 minutes finalement des luttes à venir aujourd'hui et à demain, mais surtout de l'association finalement du militantisme qui se passe sur Internet. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on parlera de l'union des gauches. Est-ce que c'est possible ou non ? Est-ce que surtout c'est désirable ? Et enfin, on aura notre bonne vieille chronique Cinémarx par Arthur. Mais en attendant que toute cette émission se passe comme il se doit, on va pouvoir commencer avec la chronique de Yurigan. À voir au sein de l'émission, il fallait juste qu'on trouve le bon moment pour toi comme pour nous. Et ben là, ça tombe bien. Il y a des sujets qu'on va pouvoir aborder avec toi au cours de cette émission. En particulier, je pense à la place du militantisme sur Internet, comment structurer la présence Internet de forces progressistes et peut-être même de journalisme Internet de gauche. Alors là, comme on est à la radio, vous pouvez pas voir, mais j'ai mis des guillemets à journalisme Internet de gauche. Et puis enfin, on va peut-être aussi pouvoir parler de la désunion à gauche qui pourrait être le meilleur moyen pour nous progressistes d'accéder au pouvoir. Alors peut-être que vous n'aurez pas le temps d'aborder tous ces sujets, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez que le Saint Graphique prédit la victoire à la condition que la gauche parte désunie aux prochaines présidentielles. Alors malheureusement, je ne pourrai pas être des vôtres ce soir en direct. Obligation professionnelle, je serai à l'heure de l'émission dans le plat pays, possiblement en train de manger des petits fours. Enfin bon, assez parlé de moi et de mon boulot. Nous te recevons Padu dans Poitou Pop sur Radio Pulsar 95.9 et j'en suis très content. La raison elle est simple, il y a sur YouTube, plateforme que je consomme énormément, des créateurs et des créatrices de contenu dont j'apprécie beaucoup le travail. Alors j'ai d'abord eu une phase Usul, JVC, JDG, bon ça c'était il y a fort longtemps, plus d'une dizaine d'années. Puis en parallèle du temps où j'officiais sur la chaîne YouTube de la radio du Discord Insoumis, donc ça c'était autour des années 2017, j'étais très porté également sur les vidéos de vulgarisation scientifique, c'était un contenu que je consommais beaucoup. C'était l'époque où je regardais beaucoup de vidéos sur le debunk des platistes et ce genre de choses-là. Et en parallèle de ça, je regardais beaucoup les conférences gesticulées de Franck Lepage. Et puis c'est là que j'ai découvert, c'est à ce moment-là aussi que je découvre le travail de Friot et de Lordon, pour lesquels on peut retrouver des quelques heures de conférences sur YouTube. Mais malheureusement, au final, quelques heures de contenu sur YouTube, moi j'en fais le tour assez rapidement. Et donc j'avais besoin de plus de consistant, du lourd, de la centaine de vidéos promptes à occuper mes trajets de vélo taf. Et puis j'ai découvert Padu, sa chaîne principale, la Padu Team, le Fou Allié, Cathédrale Osseuse, Doomit, Naïf vs Expert, Mathieu Burgalassi, Antipatriarcam, Grégoire Simpson, Taucan, l'Hydra Mille Têtes, Cogito Ergo Sum, Lex Empiri et sans doute plein d'autres que j'oublie. Mais si les vidéos en format long que produisent certaines des personnes ou chaînes citées ci-avant sont probablement mon contenu préféré de YouTube, force est de constater que ça suffit pas à rassasier ma boulimie. Il me fallait du contenu tous les jours, pendant la vaisselle, les trajets en vélo, le train, etc. Et donc c'est un grand merci que j'adresse à la Padu Team. Elle permet de porter un regard marxiste sur l'actualité tous les jours. Merci à Zoé, merci à Chris de Position Revue, et puis merci à toi, Padu. Vous occupez les quelques vélotafs que je peux encore faire dans mon nouveau boulot, ou les moments où je fais la vaisselle, ou il m'arrive de prendre le train. En tout cas, c'est en partie grâce à vous que je reste motivé pour participer à cette émission et à poster de temps en temps des vidéos sur nos réseaux sociaux. J'espère qu'on arrivera à se structurer, les gens qui font du contenu progressiste sur Internet, mais pas que, et qu'on arrivera à mener cette bataille culturelle. Pour terminer, dans cette lutte que nous avons à mener contre le capitalisme, on a besoin de camarades vaillants, durs au mal. Comme dirait mon père, on baisse la tête et on serre les dents. En tout cas, ce que j'espère, c'est que tu ne descendes pas du ring. Voilà, c'était tout pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une très bonne émission, et à bientôt les camarades.
Merci beaucoup Yurigan pour cette chronique. Oui, déjà, est-ce que tu veux lui répondre quelque chose, vu qu'au final il te fait une sorte de témoignage d'amour comme ça à distance, de camaraderie, on va dire. Une hagiographie quoi. Déjà je le remercie, merci Yurigan, parce que ça fait toujours chaud au cœur, et je trouve qu'il a bien noté quelque chose qu'on visait en lançant ce format que j'avais lancé d'abord seul, et puis que maintenant on occupe à trois, notamment sur la Pas du Team, où on parle tous les jours d'actualité politique. C'est le besoin qu'ont les gens d'entendre tous les jours de l'actualité politique de gauche, et c'était justement le but de se dire, tous les jours on est enfermé dans des analyses qu'on entend à la radio, qu'on entend sur les chaînes d'infos, et le fait de faire une vidéo tous les 3 mois super travaillée, en fait ça suffit pas. Il faut des vidéos peut-être parfois moins travaillées, mais qui permettent aux gens d'écouter toute la journée et de s'autoriser après à penser des choses de gauche, des choses progressistes. Et c'est ça aussi qu'on a voulu faire avec la Pas du Team, c'est-à-dire que ça vous accompagne quand vous faites la vaisselle, quand vous mangez, quand vous faites ce que vous voulez, quand vous vivez en fait, et que ce soit un format comme ça qui puisse occuper l'espace, on va dire. Et justement, pour parler d'actualité, il y a pas la Pas du Team est regroupée dans une association, La Brèche. Donc c'est une association qui a été créée pour faire du média, c'est ça, de l'information sur différentes plateformes? Alors de base c'était pour faire du média. En fait on a regroupé notamment une revue en ligne qui s'appelle Position Revue, et puis les activités que j'avais sur YouTube de base avec 2 autres camarades. On travaillait à 3, ils étaient 3 ou 4 à Position Revue, et puis nous on était 3, et en réalité on a formé une structure médiatique assez importante sur internet, quand même sur internet de gauche, et ce qui nous a permis de lancer maintenant des campagnes. On a lancé une campagne d'affichage notamment qui s'appelait On ne veut plus pendant le mouvement du 10 septembre. Et aujourd'hui, on aimerait faire des événements, faire d'autres campagnes d'affichage. On pense par exemple à une campagne peut-être Plus jamais PS ou quelque chose comme ça. Des choses que peuvent pas s'autoriser les partis forcément, ou qui peuvent pas forcément faire rapidement, parce que quand on a 800 000 personnes dans la CGT à questionner avant de faire une campagne, en fait ça prend 6 mois quoi. Nous on peut du jour au lendemain lancer une campagne d'affichage maintenant, et donc on essaie de sortir de cet aspect seulement médiatique et de lier un peu les médias et les événements, on va dire, plus dans la vie réelle quoi. Et donc là, récemment, vous avez fait une vidéo pour dire que vous arrêtiez Twitch. Au final, pour beaucoup de gens, la Pas du Team, c'est Twitch, même si, comme tu le dis dans la vidéo, il y a énormément de vues qui sont sur YouTube. C'est quoi qui a motivé cette décision d'arrêter Twitch ? C'est parce que en fait Twitch c'était quelque chose moi que j'avais fait de base quand j'étais tout seul sur la chaîne YouTube. Ça me permettait déjà d'être concentré, parce que je tournais beaucoup de vidéos justement pour occuper l'espace, et quand on est en direct on est bien obligé de les tourner, on se retrouve avec un public devant nous, donc on les tourne, et ça permettait aussi d'avoir un retour du chat, donc c'était sympa parce que je lisais le chat et ça me permettait parfois de penser à des choses auxquelles je pensais pas, et des choses de ce style quoi. En avançant et en devenant une équipe, maintenant qu'on est 3, en fait, on tourne toujours à 2. Donc déjà, cet aspect de discussion avec le chat a moins de sens, parce qu'on est toujours en train de réfléchir à ce que dit l'autre pour lui répondre, et c'est plus une discussion, un peu comme à la radio d'ailleurs, comme aujourd'hui, une discussion presque de comptoir, mais une discussion politique, on va dire. Et donc, on a moins besoin du chat. Et puis, on trouvait aussi que Twitch avait un côté un peu plus passif, un peu plus... les gens, en fait, ils se mettent devant dans des longs lives de 3-4 heures, ils ont l'impression de connaître le streamer, ils ont l'impression de rentrer presque dans son intimité, et on trouvait que c'était pas forcément ce qu'on voulait faire. On voulait pas créer des fans, on voulait essayer de créer des militants quoi. On trouvait que la plateforme YouTube, même si elle peut créer aussi ça, la starification des youtubeurs, la créer un petit peu moins. Il faut être actif, il faut au moins aller cliquer sur une vidéo, au moins aller la chercher, et ça dure 30 minutes ou ça dure 40 minutes, mais ça dure pas 4 heures quoi. Donc on trouvait ça plus intéressant pour nous quoi. Et justement, dans cette volonté de créer du militantisme, c'est quel type de politique que vous promouvez sur votre chaîne YouTube, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément, qui n'ont pas encore vu votre contenu et qui seraient intéressées? C'est quoi l'idéal politique que toi, tu aimes mettre en avant ou référencer dans tes vidéos? Alors, dans La Brèche, en fait, on essaie de... Si on voulait se définir, on dirait qu'on est peut-être un think tank, ou comme un institut. Vous savez, il y a des instituts comme ça qui essaient de pousser des idées libérales dans plein de partis. Ça peut être le PS, le MoDem, LR, le RN, et d'autres, même ELV. Et nous, en fait, on essaie de pousser une ligne qui est une ligne marxiste, mais un peu 2.0, une ligne marxiste qui s'intéresse aussi aux questions de genre, aux questions antiracistes, à des questions comme ça, et de manière transpartisane. C'est-à-dire qu'on a des camarades dans La Brèche qui sont à la France Insoumise, d'autres qui sont... il y en a un seul qui est au PCF. Il y en a d'autres qui sont dans des partis, des groupuscules un peu plus petits, mais des groupuscules communistes. Enfin voilà, on est dans la sphère, on va dire, marxiste et communiste, mais on parle à plein de partis différents, parce qu'on pense que... En
fait, les gens sont plutôt d'accord, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas un parti comme on avait dans les années 50, où c'était évident, t'étais communiste, t'allais au parti communiste, quoi, en gros, à part quelques groupuscules trotskistes. Mais aujourd'hui, on a la France insoumise qui est hégémonique à gauche et qu'on essaie, on va dire, de radicaliser vers le communisme, mais on parle aussi à d'autres groupuscules pour les faire tendre vers une unification, on va dire, du mouvement communiste, quoi, autour d'une ligne. Et justement, le fait de parler autant politique dans une association, alors on voit de plus en plus une sorte d'hostilité envers les idéaux de gauche sur Internet. On voit de plus en plus de gens, lors des mobilisations sur la Palestine, on voyait des gens qui allaient se faire arrêter chez eux, etc. Est-ce que justement, il n'y a pas cette crainte quand on est une association et qu'on parle de politique, d'avoir les pouvoirs publics qui se mêlent directement de ce que tu dis et qui pourraient finalement un peu te censurer? On sait que les préfectures, il y a Mediapart qui a révélé un article récemment sur le fait que les préfectures coupaient d'avance les subventions aux associations qui étaient politiques. Bon, nous ici on touche pas de subventions, je sais pas si vous en touchez ou non, mais voilà, donc on n'a pas trop cette crainte, mais il y a malgré tout cette question de est-ce qu'on peut tout dire en étant militant de gauche sur Internet? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des sujets sur lesquels tu te restreins par crainte, quoi, d'avoir la bourgeoisie qui vient toquer à ta porte avec les flics à leur côté, quoi? Alors oui, la problématique, mais elle a toujours été le cas dans le mouvement, et je pense pas plus aujourd'hui qu'avant, peut-être même moins qu'avant, même si aujourd'hui on vit une sorte de retour réactionnaire et tout, on se rend pas compte de ce que c'était la censure dans les années 50 ou dans les années 20, quoi. Mais c'est vrai que on peut être victime à tout moment de censure, et même par YouTube ou par des plateformes, ce qui est presque encore plus gênant que des États, parce que là tu peux rien faire. En fait, tu as une plateforme américaine qui te coupe ton principal moyen de communication, ton principal même moyen de revenu, parce que les gens, s'ils donnent, c'est parce qu'il y a des vidéos YouTube et des choses comme ça, et là tu peux rien faire. C'est vrai que ça, c'est gênant, mais on essaie dans la mesure du possible. Peut-être que d'ailleurs une des choses les plus dures à critiquer pour nous, c'est tout ce qui touche la médecine, parce il y a Zoé et moi qui sommes médecins, et il y a le Conseil de l'ordre qui est un des trucs les plus compliqués à gérer, on va dire, en France quand t'es médecin, parce que c'est quand même plus grave pour le Conseil de l'ordre qu'on critique un autre médecin plutôt qu'un médecin agresse sexuellement une patiente, en gros, hein. Vous risquez plus de prendre des sanctions quand vous critiquez un autre médecin, même s'il a fait des dingueries, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose où forcément on est obligé, on en rigole parfois, mais on est obligé un peu de se censurer par rapport à ça. Et sur le reste, on essaie de le faire le moins possible, même si il faut quand même faire en sorte que qu'on se fasse pas censurer. La problématique réelle là-dedans, c'est qu'on veut pas commencer à trop se censurer, à cacher nos visages et tout, parce qu'on veut montrer que c'est possible d'être un militant communiste de gauche, tout en ayant un travail, tout en montrant son visage et tout, parce qu'on pense que c'est pas en étant cagoulé et sans montrer sa tête qu'on va réussir à rendre notre ligne hégémonique, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis en plus de ça, à gauche, comme l'a très bien dit Yurigan, il a fait l'énonciation de pas mal de camarades de gauche sur Twitch. Donc il y a aussi une émulsion de pas mal de gens qui de plus en plus s'engagent politiquement sur Internet et en fait essayent de répondre à ce microcosme fasciste qu'il y a par exemple sur Twitter. Beaucoup de gauchos ont quitté Twitter justement vers d'autres plateformes de réseaux sociaux. Est-ce que il n'y a pas aussi le questionnement de est-ce qu'on doit vraiment abandonner toute cette plateforme, tous ces types de plateformes? Toi tu quittes Twitch, mais il y aura d'autres gens qui viendront et qui parleront d'idéal de gauche et d'idéal marxiste. Mais est-ce qu'à un moment, il y a cette question dans votre tête de quitter certaines plateformes en fonction de qui détient et qui est le plus dessus? Alors, qui détient et qui est le plus dessus, je sais pas. C'est surtout qu'est-ce qu'on peut faire dessus, quoi. Moi, j'étais pas de ceux qui disaient qu'il fallait quitter Twitter, par exemple, parce que je considérais que mon compte pouvait encore avoir un intérêt. C'est vraiment juste du pragmatisme. Et d'ailleurs, on peut questionner Twitch à ce niveau-là. Twitch est aujourd'hui, sur le plan politique, quelque chose qui est largement dominé par la gauche. Et donc, j'ai peut-être moins d'utilité à être sur Twitch que sur YouTube, où il y a quand même pas mal l'extrême droite qui est dessus. Mais je trouve que la question la raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens de gauche sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on est de plus en plus censuré dans les médias traditionnels. Et donc, les gens se replient dans les réseaux sociaux, hein, comme l'extrême droite a fait dans les années 2000. Hein. Si l'extrême droite a été très forte sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, ça s'inverse, quoi. Je peux rebondir sur un truc. Oui, depuis le début, on dit les médias de gauche, le YouTube de gauche, mais en fait, c'est un peu flou parce que, à un moment, tu avais dit que c'était plutôt dans une ligne marxiste, par exemple. Et parce que quand on dit de gauche, c'est assez facile de faire une chaîne YouTube, un blog ou je sais pas quoi, qui va parler d'économie sociale et solidaire, de se faire du jardinage, etc. Là, c'est quand même, tu vois, ça va sur un autre plan. Parce que je pense qu'on peut. Alors,
certes, enfin, je ne dis pas qu'il y a même les écolos, on les emmerde des fois sur enfin, ils se font emmerder, pardon. Je veux dire, ils se font emmerder par la préfecture. Rattrape-toi. Ouais, non, ils se font emmerder par la préfecture même sur des actions qui sont tout à fait anodines politiquement, qui vont pas très loin. Des fois, même simplement une manif contre un incinérateur, ça peut donner lieu quand même à de la répression quand même qui est féroce et pour laquelle on serait, on va dire, forcément derrière eux. Mais là, c'est vrai que même j'ai l'impression que tu parles, disons, du fait que y a un combat culturel entre un YouTube de droite et un YouTube de gauche, en gros, pour faire simple. Mais même au sein de disons peut-être un YouTube de gauche, je sens que vous incarnez une ligne qui est peut-être pas forcément bien vue aussi. Vous en prenez plein la gueule, y compris de gens de gauche qui seraient peut-être plus SOSDEM ou sociodémocrates ou écolo, quoi. En plus ça, si les gens traînent sur Twitter, ils ont dû voir les longs débats que tu as eu avec les membres de la Zawa Prod au moment où il y a Dany qui avait été, c'est Dany, c'est ça, qui avait été accusé de VSS par une ex de violence psychologique. Ben oui, on voit qu'il y a des lignes de gauche à gauche. Moi, de toute façon, quand je parle de gauche, je parle souvent d'une ligne minimum un peu marxiste qui a au moins un peu les contours. Oui, mais pour toi, c'est évident. C'est vrai que c'est évident. Il faudrait peut-être que je le définisse ma gauche à moi, ce que c'est. Mais oui, c'est vrai que vous incarnez une ligne politique à gauche. Est-ce qu'il y a des moments où c'est justement il n'y a pas la manière dont vous faites les vidéos, vous vous dites, est-ce que c'est... Parce que tu vois, tu parles de faire des conférences, etc. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Donc, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites que vous voulez un peu abandonner ce genre de vidéos pour faire des trucs un peu plus gros, un peu plus conséquents, où vous arrivez à trouver à vous retrouver sur les deux tableaux et à monter vos projets tout en ne perdant pas finalement cette fibre militante et cette volonté de partager une culture politique? Nous, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais si, en gros, c'est est-ce qu'on veut abandonner un petit peu ce qu'on fait sur YouTube pour faire des choses, pour faire des conférences? Non, c'est pas ce qu'on va faire. Et justement, en fait, on a fait grossir l'association. De base, on était 8 il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, on est 35, 36. On a pas mal, en fait, recruté des camarades pendant le mouvement du 10 septembre, quand on a lancé On ne veut plus. En fait, On ne veut plus, ça s'est structuré à partir on disait aux gens, faites des groupes de 15 personnes, élisez un binôme paritaire, et le binôme paritaire vient nous voir. Et on vous envoie des affiches. Et on a proposé au binôme paritaire qui était élu s'il voulait adhérer ou non à l'asso. Ce qui nous a permis aussi de sortir de ce truc-là. Si on avait proposé aux gens d'adhérer à notre asso sur YouTube, on se retrouvait un peu avec un public de fans de youtubeurs qui adhéraient à l'asso. Alors que là, c'était quand même des gens qui étaient allés dans la rue, qui avaient fait une AG, qui s'étaient fait élire, qui connaissaient en général la chaîne, pas tout le temps, mais en général, mais qui étaient des militants de terrain, quoi. Et donc on a recruté pas mal de monde, on a recruté d'autres gens aussi qui ont parlé depuis longtemps sur le plan plus audiovisuel, pour justement permettre à la fois de faire ces campagnes, à la fois de continuer sur YouTube. Mais aujourd'hui, je pense que notre activité YouTube, c'est presque le point central de notre association, parce que c'est là où on a vraiment une ligne de masse, on va dire. On fait 1 million de vues par mois, on fait quand même beaucoup on a quand même de l'importance dans le milieu de gauche radicale, que ce soit dans la France insoumise ou dans les milieux marxistes. Et cette centralité, elle permet aussi justement une unification, on va dire, de ces gens qui se rendent compte que y a une ligne qui peuvent unir une masse de personnes et qui peut permettre demain de militer peut-être ensemble dans un parti commun, par exemple. Et justement, par rapport à cette unification, moi, j'avais déjà écouté ce que tu disais une fois. J'assistais à une table ronde où tu participais et tu disais que tu souhaiterais avoir une sorte de grande association en France, il me semble, qui regrouperait plusieurs associations de médias. Est-ce que cette idée est toujours dans votre tête, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez rangé de côté pour le moment ? Alors c'est du coup une association d'associations, ça s'appelle une fédération, et du coup on a lancé justement cette fédération de manière pas encore publique, si vous voulez. On en a parlé. L'association, elle existe aujourd'hui, la fédération, elle existe aujourd'hui, mais on attend en fait d'avoir déjà un certain nombre d'associations dedans pour pouvoir la lancer publiquement. Et donc c'est un travail aussi qui prend du temps. C'est un travail, vous savez, vous devez connaître ça, mais d'ouverture de compte en banque, d'administratif, c'est beaucoup de choses. Et comme en fait l'histoire se réchauffe, il y a des mouvements sociaux tout le temps. Il y a toujours des trucs qui font que ouvrir un compte, tu le décales de 2 semaines, et puis amender tes statuts, tu décales de 2 semaines. Et en fait, tout prend quand même assez de temps, quoi. Mais à terme, on aimerait faire ça justement pour pouvoir donner une puissance médiatique à, par exemple, des petites associations de terrain qui n'ont pas de puissance médiatique. Ou par exemple, vous avez un média un peu local sur Poitiers. Vous avez des médias locaux. Et ce serait intéressant que ces médias locaux-là, ce soient des petites antennes locales d'une fédération. Et quand il y a vraiment un truc de ouf, je sais pas,
à Poitiers, il y a eu un féminicide il y a pas longtemps, ou alors je sais pas, il y a un meurtre par un policier ou quelque chose comme ça, et bien que l'info locale puisse remonter au national, pas à partir des médias locaux actuels, parce que la problématique aujourd'hui, c'est que les médias locaux, ils appartiennent surtout au centre droit en France. Oui. Et donc, dès qu'on a une info locale, c'est vu à travers les yeux d'un journaliste de centre droit. Alors, il n'est pas forcément de centre droit, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Justement, si je peux rebondir sur ce que tu dis, tu parles d'une fédération parce qu'à la base, ton association, La Brèche, alors après, on ne va pas dévoiler où les uns et les autres habitaient, etc. Mais est-ce que La Brèche a un périmètre géographique ou est-ce que... Alors, La Brèche n'a pas de périmètre géographique, c'est vraiment au niveau national. Je ne sais même pas s'il y a 2 personnes qui habitent dans la même ville, alors peut-être à Paris quand même, mais aujourd'hui, d'autant plus avec ce qu'on a fait sur On ne veut plus, c'est des groupes partout en France qui nous ont dit moi je suis en Moselle, il y a 15 personnes qui m'ont élu, et du coup en fait c'est des gens comme ça qui ont rejoint le groupe, donc en fait on est à peu près partout, même si comme on est 35, c'est pas non plus voilà, ça suffit pas à quadriller la France entière, mais voilà. T'as recréé la France Insoumise mais en version média. Oui, je me disais que c'était Action Populaire c'est un version peu journaliste. les groupes d'action. L'idée des groupes d'action drôle, était pas une mauvaise idée, mais après là l'intérêt c'est qu'on a quand même une association où si vous voulez, les gens dans On ne veut plus qui se reconnaissent là-dedans et qui sont 15, ça peut ressembler à la France Insoumise, c'est très gazeux. Après, les gens qui viennent adhérer à l'association La Brèche, ils vont pouvoir participer à des AG, pouvoir venir être élus, je sais pas, au conseil d'administration, enfin voilà. Et donc du coup, ce sera un peu différent de la France Insoumise dans son fonctionnement quand même. Et en plus de ça, donc, comme tu l'as dit, il y a une chaîne YouTube, il y a une chaîne Twitch. Nous, par exemple, on a en projet de faire un journal papier à Poitou Pop. Toi, est-ce que le journal papier, à des moments, ça vous avait tenté ou non? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, on sort du format Internet pour aller vers quelque chose de plus matériel? Nous, on a donc Position Revue. Il y a des fanzines en préparation d'ailleurs, mais c'est plus pour se faire plaisir que pour diffuser vraiment, même si on pourrait le faire. Ça coûte pas mal cher. Aujourd'hui, on pourrait le faire, mais quand même commander, je sais pas, 5000 magazines, si ça coûte 5 balles, enfin, vous imaginez le prix que ça coûte, quoi. Enfin, ça coûte 25 000 €, quoi. Ouais. Et donc, du coup, il faut les avancer, il faut après les envoyer aux gens. On pense que c'est quand même plus un objet de collection que quelque chose qui a un intérêt militant en tant que tel. Vous, c'est peut-être différent parce que c'est un journal sur de l'actualité locale et tout. Nous, c'est plus un truc à l'échelle française, sur des interviews, par exemple. Je sais pas, vous parlez de Frédéric Lordon de Friot, enfin voilà, d'intellectuels de gauche. Donc ça a moins de sens pour nous de le faire en format papier. Merci beaucoup déjà de nous avoir présenté un peu plus l'association La Brèche. On va pouvoir faire une petite pause musicale et revenir dans 3 minutes 55. Je vais sortir mon meilleur accent allemand. Alle Frauen in mir sind müde. Frida Gold. Écoute, 5 ans d'allemand, ça reste en mémoire, je tiens à te le dire. Et c'est une chanson recommandée par Arthur qui parle en allemand de féminicide et du désappropriation du corps de la femme. Et écoutez, on se retrouve dans 3 minutes 55 dans votre émission Poitou Pop sur Radio Pulsar 95.9. Il est 19h24. Alle Frauen in mir sind müde, sie waren viel zu lange wach. Alle Frauen in mir sind müde, vor allem in der Nacht. Alle Frauen in mir sind müde, ihre Haut ist matt. Alle Frauen in mir sind müde, es hat sie den Schlaf gebracht. Ich kenne nichts, was so ist. Nein, ich kenne nichts, was so ist. Wie das Lachen einer Frau, die sich wohlfühlt in ihrer Haut. Ich seh die Welt durch ihre Augen, lass uns die Zukunft darauf bauen. Ich kenne nichts, was so ist. Dich so berührt und du alles vergisst. Wie das Lachen einer Frau und das Feuer in ihren Augen und Urkraft in ihrem Bauch. Lass uns die Zukunft darauf bauen. Alle Frauen in mir sind müde, sie waren zu lange ohne Macht. Alle Frauen in mir sind müde,
trotzdem kämpft jede ihre Schlacht. Ihre Geschichten sind längst erzählt. Keiner kann sagen, er hätt's nicht gehört. Wenn ihre Wunden heilen, ja, dann heilt auch diese Welt. Ich kenne nichts, was so ist. Nein, ich kenne nichts, was so ist. Wie der Verstand einer Frau, wenn sie weiß, was sie will und an sich glaubt. Ich sehe die Welt durch ihre Augen, lass uns die Zukunft darauf bauen. Ich kenne nichts, was so ist. Dich so berührt und du alles vergisst. Wie das Lachen einer Frau und das Feuer in ihren Augen und hohe Kraft in ihrem Bauch. Lass uns die Zukunft darauf bauen. Wir sind stark und wir sind viele, aber sind seit Jahrtausenden so müde. Denn wir laufen seit jeher Gleichberechtigung hinterher. Ich kenne nichts, was so ist. Nein, ich kenne nichts, was so ist. Wie das Lachen einer Frau, das sich wohlfühlt in ihrer Haut. Ich sehe die Welt durch ihre Augen, lass uns die Zukunft darauf bauen. Ich kenne nichts, was so ist. Dich so berührt und du alles vergisst. Wie das Lachen einer Frau und das Feuer in ihren Augen und du Kraft in ihrem Bauch. Lass uns die Zukunft darauf bauen. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pulsar. S'il te plaît, parle pas de petite femme, parce que ça me trouble. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi, j'agis. Et tu vas faire ça tout seul? Ben, j'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Vous êtes toujours dans Poitou Pop et on continue donc notre l'émission qui vous apprend à manger du bourgeois sur Radio Pulsar 95.9. On est toujours avec Padu de l'association La Brèche. On parlait en off, donc je vais reposer la question finalement que Robin a un peu posée. C'est est-ce qu'il y a des moments quand tu es sur YouTube, t'as pas peur de parler tout le temps aux mêmes militants, parce que c'est est-ce que tu veux reposer la question, même ça, si j'ai tu un feras peu de bien parole. Exactement. Ça, je pourrais être payé. Oui, la question qu'on se posait, parce que, comme a dit Yurigan aussi dans le début, dans la vulga scientifique qu'on a à gauche, c'est que c'est souvent un public qui a fait des études, comme on disait en off, et aussi ce qui se montre par les stats, etc. Les gens plus diplômés votent à gauche, etc. Et du coup, souvent, la limite avec la vulga scientifique, c'est de tomber sur des gens qui ont déjà des bases théoriques ou scientifiques, et que du coup, tu es obligé d'aller un peu plus dans le technique pour les garder, pour les appâter. Et du coup, comment vous articulez ça entre récupérer des gens qui n'ont pas les bases théoriques, et du coup qui peuvent parfois ne pas comprendre certains enjeux ou certains mots même employés, et toujours garder en même temps les gens qui ont déjà la formation théorique un peu, et éviter qu'ils s'ennuient en regardant les vidéos, quoi. Ouais, ça je pense que ça dépend déjà des vidéos qu'on fait, parce qu'on fait plein de vidéos différentes, notamment tu vois, quand on parle beaucoup de Mélenchon, de la France Insoumise. Là, je pense que quand on fait ça, on a un gros public qui vient de la France Insoumise, donc qui est déjà militant. Après, faut dire, la France Insoumise, le militantisme à la France Insoumise est très hétérogène. Il y a des gens qui sont très formés, il y a des gens, c'est juste qu'ils aiment le vieux, ils ont oui. adhéré, entre guillemets, en signant sur Internet un truc. Et la formation théorique est très bancale à la France Insoumise. Donc du coup, c'est déjà intéressant de parler à ces militants France Insoumise et de leur apporter des choses théoriques qui sont pas forcément, encore une fois, les GA sont hétérogènes. Il y a toujours des gens dans les commentaires qui disent non, moi dans mon GA c'est super parce qu'on a des formations et tout. Ouais, mais en fait c'est un peu GA dépendant, quoi. Ce qui n'était pas le cas dans le vieux PCF ou même à la CGT, même si ça se perd un peu. Mais tu vas à la CGT, t'as une formation syndicale, t'as des choses comme ça. C'est à la France Insoumise, ça dépend vachement. Et c'est pas l'Institut La Boétie qui va compenser ça, parce que l'Institut La Boétie prend très peu de gens en réalité. Donc c'est plus de la formation intellectuelle de cadre de quelques dizaines de personnes, quoi. Mais c'est pas du tout ça qui va faire masse quand tu vois à quel point Jean-Luc Mélenchon, quand il fait une vidéo sur YouTube, il en fait une tous les 3 jours, il fait 500 000 vues, quoi. Donc il parle vraiment à des gens, quoi. Et c'est ces gens-là à qui on parle quand on parle à des militants FI. On parle aussi à des militants communistes de tous bords, mais on parle aussi à tout un public qui commence à s'intéresser à YouTube politique, donc qui est pas non plus totalement dépolitisé, mais qui regarde à la fois des trucs de droite parfois ou des trucs de gauche un peu SOSDEM. Et eux, on va souvent
essayer d'en faire des militants. On a vu ça dans On ne veut plus, notamment quand on a lancé ces campagnes-là. Il y a plein de gens qui disaient c'est la première fois que je milite. Et tu dis c'est des gens intellectuels. Ouais, c'est beaucoup de gens qui sont soit des classes intermédiaires ou des classes moyennes sup ou des classes sup. C'est jamais des auto-entrepreneurs, enfin des entrepreneurs de ouf, tu vois, avec des grosses boîtes. Mais c'est des gens, ils vont te dire ouais, ben moi je suis ingénieur, machin, je suis dans une boîte, dans le privé. Tu vois, ce profil-là, un petit peu, profil qui a bien capté d'ailleurs la France Insoumise, parce que c'est des gens qui sont en crise, qui avaient des grosses attentes salariales et qui les ont pas, qui sont super pressurisés et des choses comme ça. Et ces gens-là, en fait, quand ils arrivent à passer le cap du militantisme, c'est énorme parce que c'est des gens qui ont été sociabilisés. On leur a dit qu'ils étaient super. On leur a dit un peu que le collectif c'était un peu de la merde et des choses comme ça. Et il y a aucune structure implantée de syndicalisme radical chez ces gens-là, tu vois. Et nous, pour le coup, on a un gros public comme ça et on arrive à les faire quand même rendre militants. Et je pense que c'est pas mal, tu vois. C'est pas comme des ouvriers, je sais pas, des métallos. Là, il y a quand même des grosses structures syndicales. Qui sont peut-être moins grosses qu'avant, mais il y a un gros syndicalisme, tu vois. C'est pas le cas chez ces gens-là et c'est des gens qui sont clés parce qu'aujourd'hui ça représente 20% de la société, hein, les cadres. Mais après, tu l'as dit au début, la première partie de l'interview, en début d'émission, que vous aviez un petit peu une ambition d'être un think tank ou un peu un laboratoire d'idées, tout ça. Et même si tu t'adresses à un public militant, c'est peut-être pas si grave que ça, dans le sens où tu peux les bousculer. Je prends des exemples. Le sein graphique, ou je vais faire une petite blague, le sein graphique. Non, mais il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. Et notamment des réactions un petit peu hostiles. Et notamment, je trouve que c'est une vidéo qui a été faite un peu sur la chaîne YouTube Ventre Presse, qui est partenaire de cette émission, par Yurigan, où il y avait un petit peu des réponses à des critiques qui a été faites sur le sein graphique, notamment parce que, disons, sur une grille d'analyse un peu marxiste, finalement, vous critiquez les petits bourgeois, un petit peu. Et c'est là où ça a beaucoup fait réagir, notamment de gens qui pouvaient être petits bourgeois, ou des fois vous appelez boutiquiers sur la chaîne, et notamment des boutiquiers, enfin de petits bourgeois, soit des gens qui ont des petites boîtes, ou des gens qui ont des petites boîtes de prod sur YouTube, quoi. Et ça, là-dessus, ça a beaucoup fait réagir, mais je pense que c'était bien aussi, parce que ça peut recadrer ça peut fixer certaines notions, ou remettre un peu les pendules à l'heure chez certains militants, ou à l'inverse aussi, quand avec le graphique, c'est peut-être quelque chose que, enfin, pour expliquer, mais en gros, pour résumer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas en écoutant ça, et vous distinguiez le fait que, par exemple, le bloc PS-ELV avait pas du tout, a priori, le même électorat que la France Insoumise, notamment. Et faire prendre conscience de ça à des gens, y compris qui sont militants et qui sont peut-être militants à la France Insoumise, mais qui disent oui, mais il faut quand même aller voir les gens de LV, etc. Alors que c'était peut-être une perte, justement, pour eux, de vouloir s'allier avec des gens. Et ça, c'est bien parce que peut-être vous en faisant ces vidéos, des fois peut-être un peu provocantes parfois, pour un public militant, ça peut un petit peu chambouler, remettre en cause ses certitudes aussi, quoi. Donc c'est pas forcément inutile, quoi. Bien sûr, mais tu sais, à l'époque où la gauche était forte, la gauche a débatté, mais salement, hein. Enfin, dans les années 60-70, les mecs ils débattaient de fou, quoi. Et aujourd'hui, on a un peu perdu ça parce que il y a ce truc de le fascisme arrive, on peut plus rien dire, on peut plus. En fait, si on ne critique plus et qu'on est tous dans une alliance pourrie qui va de Glucksmann à Mélenchon, en fait, le fascisme va vraiment arriver, en fait, parce que on attire personne en faisant ça. On a une ligne qui n'est pas claire et en plus de ça, on a des gens qui au premier coup un petit peu au premier coup dur, quoi, vont trahir parce qu'en fait ils ont pas les mêmes lignes de base. Donc en fait il faut arriver à clarifier les lignes, et nous c'est pour le coup quelque chose qu'on peut faire aussi du fait de notre structure. On gagne pas d'argent avec ça, en fait il y a de l'argent qui va à l'association et qui permet de payer du montage, des compétences techniques, mais moi ça va me changer à la fin du mois si je tacle ou pas tel parti et tout, et ça c'est important, je pense, de le faire, parce que il y a certains partis peut-être qu'on pense pas moins qui peuvent pas le faire parce que ils sont dans des alliances parfois pour les municipales ou je sais pas trop quoi, et je les comprends aussi, quoi. Mais nous on peut se permettre de faire ça et de mettre un peu les pieds dans le plat, et je pense que c'est important de le faire, et c'est le côté think tank, quoi, pour le coup. Mais tu vois, tu parlais de l'alliance du coup des partis pour les prochaines élections, etc. Mais la vraie question qu'on n'arrivera jamais à résoudre sans doute en France avec les partis révolutionnaires, c'est comment tu allies les trotskistes et les communistes ensemble, alors qu'eux-mêmes se divisent quand ils sont 4. Faut abandonner les trotskistes, c'est la réponse. Faut abandonner les trotskistes. Oui. Non, mais je pense que si on sait... On s'est pas mal... On coupe ce débat, il faut abandonner les trotskistes. On s'est pas mal trompé en essayant de parler uniquement aux militants, pour le coup. Nous, on essaie de porter une ligne communiste un peu sexy qui va parler aussi à énormément de gens, et je pense que quand t'es dans un groupuscule trotskiste, que t'es matrixé et tout, tu vas jamais rejoindre un truc d'union et tout, mais en fait, il y en a 5000 des mecs comme ça en France, quoi. Ils sont très actifs, mais il y en a pas tant que ça. On va essayer de leur parler et tout, ça, il y a pas de souci, mais vraiment, on a aujourd'hui
aujourd'hui, tu parles à n'importe quel jeune, il est antiraciste, il est antisexiste, il est peut-être pas communiste, mais tu vois, il est au moins un peu socialiste et tout. Enfin, et tout ça, c'est des millions de personnes en fait, et c'est à ces gens-là qu'il faut arriver à impulser la possibilité de s'autoriser à le penser, quoi. S'autoriser à penser que c'est pas normal et qu'on peut faire autrement et que c'est possible, quoi. Et donc c'est pour ça que on essaie de faire ça, quoi. Mais justement, à moins que tu avais quelque chose à rajouter. On parlait du trotskisme, à un moment, je trouve que le trotskisme a aussi un petit peu occulté toute la critique. Enfin, je vais dire, attends, je sais pas trop. On va dire la critique communiste du communisme. En gros, je sais pas comment dire ça, mais en gros, il n'y a pas que le modèle stalinien soviétique, on va dire, pour faire simple, et le modèle trotskiste. Enfin, et les trotskistes en France ont un petit peu le don de s'accaparer toute la critique, disons, du stalinisme, on va dire ça comme ça, alors qu'il y a bien d'autres contre-modèles, on va dire, ou d'autres modèles communistes, le modèle yougoslave, le modèle cubain, le modèle après si on parle en termes de penseurs, il n'y a pas que Trotsky, il y a aussi Rosa Luxembourg, il y a aussi enfin voilà, et c'est pour ça, donc à un moment il faut peut-être oublier le trotskisme, ça représente pas grand chose en fait intellectuellement, il y a si, mais il n'y a pas que ça, quoi, comme critique, disons, comme critique à gauche, par la gauche, disons, des expériences communistes qu'il y a pu y avoir au XXe siècle, quoi. Voilà. Il a critiqué les trotskistes, il va se retrouver avec une bombe dans la... Ah non, mais bien sûr. Petit ouvrier, vraiment, non, mais voilà, qui est sur la route. Justement, on parlait du socialisme, de l'union, etc. Bon, je sais pas si vous avez regardé l'actualité, mais aujourd'hui, il y a eu le vote de censure. Alors, les résultats, c'était il fallait 289 députés à la majorité, donc pour que la censure passe, et finalement, ça a été 271 députés qui ont voté, donc c'est passé à 18 députés près. Encore une fois, le Parti socialiste a trahi. Est-ce que ça montre pas aussi, finalement, là, encore une fois, que la France insoumise vu que c'est la France insoumise finalement qui a pris sous l'épaule le Parti socialiste après les élections de 2022, alors que le Parti socialiste était mort, quoi. Genre, il n'y avait plus personne en France, même au niveau des candidats, ils n'arrivaient plus à trouver tout le monde. La France insoumise leur a laissé une porte d'entrée, justement avec une volonté de grande union, vu que comme tu l'as dit, en fait l'électorat du Parti socialiste, c'est pas le même que l'AFI, et il y a beaucoup de gens qui jamais ne voteront la France insoumise, même si en face il y avait le plus gros libéral. Et donc en fait c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi les solutions de mobilisation pour se débarrasser du socialisme, quoi, vu que quand t'as Olivier Faure qui est là et qui se félicite d'être responsable, et donc finalement qui se félicite de l'austérité budgétaire de Lecornu, il dit oui, on va pouvoir en débattre au Parlement, etc. Mais en fait non, on sait très bien que il y a beaucoup de probabilités qu'il le sorte au 49.3. C'était déjà ce qu'il avait dit la dernière fois lorsque Lecornu est arrivé, le fait qu'il discuterait avec eux, etc. Et il s'était déjà fait retourner. Donc en fait c'est quoi aujourd'hui les solutions pour se débarrasser du socialisme? Est-ce que ça passe uniquement par la vulgarisation? Est-ce que ça passe par l'ostracisation des manifestations des socialistes, même si c'est déjà un peu le cas, on les voit plus trop en manifestation? Moi, je suis complètement dépassé par l'idéal socialiste. Moi, je sais pas ce que tu en penses, toi, des socialistes. Mais déjà, rappeler... Pardon, j'ai une petite toux quand on parle des socialistes. Rappeler que les socialistes ne sont pas socialistes aussi. Oui. La tambouille des gens. Tu parles du PS, en gros. Moi, je parle du PS. Voilà. Le Parti socialiste ne représente pas la théorie socialiste. On va faire un peu les orthodoxes. C'est deux comparaisons assez différentes, exactement de la même manière que Staline ne représente pas le marxisme et le communisme, exactement de la même manière que Trotsky ne représente pas le léninisme, etc. On distingue les deux, l'appellation, mais comme le Parti communiste français qui n'est en rien communiste. Mais là, je vais pas me faire que des amis dans les auditeurs, mais pour moi, le Parti communiste français, ça fait très longtemps qu'ils sont plus communistes. Mais oui, du coup, rappeler que l'utilisation des mots passe par là, et en fait, le Parti socialiste, je pense qu'en fait, c'est un peu un combat inutile, au sens où notre génération à nous fera jamais confiance au Parti socialiste. Genre, en fait, c'est déjà fini le PS. Genre, quand on fait des manifs anti-PS, il y a presque plus de monde que quand on fait des manifs contre la retraite. Genre, chez les étudiants, c'était une folie. Et du coup, en fait, je pense que les laisser dans leur coin mourir avec leurs vieux éléphants et tout, en fait, OSEF, qui se débrouillent entre eux, parce qu'en fait, on va perdre du temps de fou, alors qu'on pourrait consacrer ce temps, à aller plutôt chercher, par exemple, les jeunes militants du PC, les jeunes militants qui vont à ELV, qui vont chez les jeunes écolos, c'est pas la même chose. Parce qu'ils sont un peu perdus et qu'ils n'ont pas lu les théories, ils n'ont pas lu le texte, etc. Vaut mieux arrêter de perdre son temps à aller voir les faux socialistes, et du coup à se ridiculiser et à donner à bouffer à des ânes qui vont trahir dès qu'ils peuvent, et plutôt prendre ce temps-là pour aller voir les gens, au contraire, qui sont dégoûtés de la politique, notamment à cause des socialistes, et pour leur dire, en fait, non, les gars, il y a autre chose, il n'y a pas que eux, ils ont trahi pendant 40 ans, mais on ne fera pas comme nos anciens, et on ne se fera pas avoir, quoi.
Alors, je pense. Et j'ai vu que à un moment, sur les différentes vidéos, vous avez sorti la théorie de la noisette. Et il me semble à propos des socialistes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette théorie ? Alors c'est surtout à propos notamment de l'après, de tous ceux qui sont un peu entre, on va dire, un Glucksmann et un Mélenchon. En fait, il y a plein de gens comme ça qui disent on va faire l'union, et qui pensent être centraux parce qu'ils peuvent réunir tout le monde. Tondelier, c'est vraiment l'exemple parfait de ça. J'ai parlé à Raphaël, j'ai parlé à Jean-Luc, et en fait, ces gens-là, ils se retrouvent entre deux personnes qui ont deux idéologies différentes et deux électorats différents, et eux, elles essaient de tendre la main à tous les deux en pensant être centrales, mais au final ils vont finir comme dans un casse-noisette, quoi. C'est ça l'idée, c'est qu'ils vont finir par être écrasés par l'histoire, quoi. Et aujourd'hui justement, ça rejoint ça. Il y a vraiment une renaissance de deux pôles à droite, un pôle de gauche, nous qu'on dit de gauche, et puis un pôle de gauche de droite, quoi. C'est le pôle un peu PS. Alors autour de Glucksmann, nous on dit que c'est aussi autour de Vallot, hein, que Vallot il peut aller loin parce que il est pas en train de trop se mouiller, mais ça reste le chef à l'Assemblée nationale du Parti socialiste. Mais pour rentrer dans ce débat là sur le socialisme, je pense qu'en fait les socialistes n'ont même pas vraiment trahi, ils sont restés ce qu'ils étaient. C'est juste que pendant 2-3 ans, ils étaient captifs de Mélenchon, ils avaient fait 1% à la présidentielle, ils étaient vraiment obligés de suivre dans la NUPES et dans tout ça, ce qui était d'ailleurs sûrement une erreur, parce qu'en plus, moi, là où je comprends mal cette union avec le Parti socialiste, c'est que la France insoumise n'avait pas un gros groupe parlementaire, donc même s'ils faisaient que 40 députés, en fait, c'était déjà plus qu'en 2017. Ouais. C'était pas très grave de faire 40 députés. C'est pas comme si, tu vois, le Parti communiste, pendant un temps, ils ont vraiment voulu garder leur nombre de députés, leur mairie, tout ça, parce qu'il y a une grosse structure derrière qu'il faut financer. Mélenchon, il s'en fout un peu, quoi. Enfin, il a pas une grosse structure à financer, et donc c'est dommage de leur avoir donné la puissance pour repartir. Mais dans tous les cas, il faut toujours penser que derrière ces appareils, il y a des gens qui votent socialiste. Il y a des gens, en fait, ceux qui votent socialiste aujourd'hui, c'est un peu les macronistes de gauche et puis un peu les gens de la gauche de droite qui voteraient ELV ou Glucksmann, quoi. Ces gens-là, ils existent. Donc, qu'il y ait le Parti communiste ou pas, il y aurait peut-être eu à la place du Parti socialiste, il y aurait peut-être eu un Gabriel Attal qui aurait fait un coming out en mode je suis de gauche, je sais pas trop quoi, et qui aurait fait le même score à la présidentielle que ce que va faire Glucksmann ou ce que va faire Boris Vallot. C'est-à-dire un score qui peut être à 14-15% sur les débris du macronisme et puis les débris des partis libéraux de gauche, quoi. C'est surtout que moi j'ai l'impression qu'il y a une perte de temps idéologique à tout le temps prôner l'union, et Marine Tondelier est le parfait exemple du temps qu'on perd. Alors là c'est au niveau des écolos. Moi je pense que ma haine des socialistes est au même niveau que ma haine des écolos quand on parle politique, mais les écolos c'est encore pire vu que c'est que des grandes paraphrases, ça te parle d'aimant, ça te parle de je sais pas de goûter, etc. Et en fait on a l'impression déjà, l'union, elle est revendiquée par qui ? Elle est revendiquée avant tout par la presse bourgeoise. C'est tout le temps elle qui dit ça à la gauche en mode mais pourquoi est-ce que la gauche vous unissez pas à long ? Et déjà ça montre un vrai problème. Le fait que les bourgeois souhaitent que la gauche s'unisse, ça montre bel et bien qu'il y a des idéaux qu'ils ont envie en fait d'enterrer sous le tapis afin qu'il n'y ait plus tous ces débats-là. On a fait une émission de Poitou Pop il y a 5-6 mois que vous retrouverez en podcast sur le site Radio Pulsar une fois qu'il refonctionnera. Voilà, une fois qu'il refonctionnera. Sur en fait le clivage qu'il y avait avec le nom de 2005. Et en fait ce clivage existe toujours entre les héritiers du nom, la LFI, le PC, les partis communistes, etc. et les héritiers du oui avec ELV et le PS en gros, pour faire simple. Et ça, c'est nié en fait. Mais en fait, si on comprend pas ça, on comprend pas tout. Et en fait, il y a un truc que vous avez un peu avancé sur votre chaîne qui est intéressante, c'est l'idée que en fait, plus, par exemple, la France insoumise serait clivante, plus elle gagne en fait, à contre-courant de ce que pensent beaucoup de militants insoumis d'ailleurs. Et pas forcément dans les sondages. Ouais. C'est parce que quand tu parles avec des gens autour de toi qui sont peut-être les militants insoumis, ils sont peut-être plus on va dire de classe intermédiaire au moins. Tu parles à des profs, ils ont peur que ce soit pas l'union, tu vois. C'est ça, mais en fait, l'électorat populaire, par exemple, un électorat auquel on parle peut-être un peu moins quand on est de classe intermédiaire et tout, mais cet électorat-là, il a envie d'avoir Jean-Luc presque qui fait un doigt d'honneur à Duhamel, même s'il l'a pas fait, tu vois. Ils auraient presque envie de voir ça, tu vois. Parce mais en plus, ils devraient le revendiquer, quoi. Il y a eu une histoire où quand on a chassé Glucksmann de la manif du 1er mai, il y a eu des cadres à la France insoumise, Mélenchon lui-même d'ailleurs, qui s'est excusé, mais non, c'est pas nous et tout. Alors qu'en fait, il aurait dû le revendiquer, quoi. Il aurait dû le revendiquer, oui, c'est nous, et si c'était à refaire, on l'en ferait. Il aurait dû dire ça, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense que dans ce que vous disiez sur justement le fait qu'il faut être clivant, c'est qu'en fait plus t'as d'offres politiques, après il faut pas aller à l'extrême non plus avec des groupuscules trotskistes qui pensent la même chose et qui ça dit pas, mais en fait c'est plus en fait disons c'est qu'il y a une bataille culturelle, et en fait si on se focalise que sur les scores électoraux, on comprend pas ça. C'est que même
si on prend le symétrique opposé, il y a eu Zemmour et Le Pen. Bon, Zemmour n'a pas empêché Le Pen d'être au deuxième tour, quoi, en gros. Aux élections. Même permis, ouais. Oui, il a peut-être même permis, justement, parce qu'il a apporté dans la campagne, il a apporté les thèmes qui sont communs. Et donc, c'est pour ça que de l'autre côté, à gauche, il faut faire pareil. Et parce que sinon, des fois, des alliances, c'est un petit peu, en fait, c'est pas des additions, c'est plutôt des soustractions, en fait, finalement. Et juste, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la FI, elle oscille entre les deux. Et c'est pour ça, nous, qu'on a un travail de radicalisation de la FI. Des fois, elle envoie Bompard essayer de montrer au MEDEF, quand même, le programme, il est pas mal. On s'en fout, en fait, tu vois, on n'a pas envie de voir Bompard soumettre au MEDEF et tout ça. Et il y a aussi des enjeux, des municipales, dont on va faire alliance avec ELV, des trucs comme ça. Et du coup, ils sont un peu le cul entre deux chaises, même si Mélenchon garde quand même relativement une ligne radicale, mais on le pousse à être de plus en plus radical, et notamment sur des trucs comme le logement, comme le travail. C'est pas des endroits où la France Insoumise est si radicale que ça, en fait. La France Insoumise est surtout radicale aujourd'hui sur le champ antiraciste, on va dire, avec tout ce qui s'est passé autour de la Palestine, ils ont été nickel et tout, mais par contre, le SMIC à 1 600 €, c'est pas incroyable, en fait. Oui, rappeler que la FI paraît radicale parce que tout le spectre politique qu'on a en France est de droite de base, voire d'extrême droite. Ça revient à tout ce qu'on disait à chaque émission sur la fenêtre de Burton qu'on avait dans les médias sur les idées, où maintenant, même un mec comme De Villepin, qui n'est pas un grand marxiste révolutionnaire, et en fait, il paraît de gauche juste parce qu'il parle du droit international sur la Palestine, alors que ce mec est juste gaulliste, qui est à vomir pour tout marxiste qui se respecte. Et du coup, on juge la FI et Mélenchon comme l'extrême gauche, les radicaux, mais quand on va parler avec des vrais révolutionnaires, je peux vous dire que ça leur fait mal quand on traite Mélenchon d'un radical d'extrême gauche. Cet été, petite anecdote après on va devoir passer à Cinémark. Cet été, on était aux universités du NPAR avec Robin et les camarades. Et à un moment, Robin parle avec un camarade du coup trotskiste et il lui dit moi j'ai voté Mélenchon à la présidentielle. Le camarade s'est vraiment retourné, ne lui a même pas adressé un regard, il est parti, silence. C'est pas représentatif de tous les trotskistes. Et c'était assez cocasse. Donc vraiment il y a un grand truc de, mais même Roussel qui est là en mode il faut faire l'union et qui un peu drague les patrons et les petits cadres, etc., avec ce vieux truc de oui, j'aime ma France du terroir, j'aime ma France du pâté, etc. J'aime ma France viande rouge, alors que en fait un prolo, genre je veux dire, moi quand j'étais jeune, mes parents ils avaient pas beaucoup d'argent, la viande c'était une fois par semaine et c'était des steaks hachés, et quand il y avait vraiment de la grosse viande rouge, c'était vraiment genre waouh. La fiesta, quoi. Non, pas du siècle. Vraiment, alors que, et donc du coup, ça fait croire, encore une fois, ça reprend l'idéal de la bourgeoisie en mode oui, il y a des terroirs qui se perdent, etc. On est en train de perdre notre France et la gauche a abandonné la France, et du coup, le PCF même drague en fait cette France un peu nationaliste, un peu très provençale. Oui, mais ça revient souvent aussi avec le débat sur le drapeau. Moi, j'ai toujours été un peu très mal à l'aise avec la FI. Qui se revendique du drapeau français de la République avec le pressing d'Antoine Léaumont, parce que je suis en mode légal, ce drapeau est juste un drapeau, certes qui vient de la République, mais qui a quand même été utilisé à des fins nationalistes, qui a été introduit par Lamartine officiellement contre le drapeau rouge en 1848, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors que à la base, quand on est militant marxiste ou quoi, on se doit d'être internationaliste, et de fait, le drapeau qui vaille, ça serait un drapeau rouge. Bon là, comme ça on dirait je vais prendre des armes et je vais attaquer la préfecture. Mais c'est toujours des discussions où tu es obligé de te libéraliser et de t'adoucir parce que tu participes à un jeu électorat bourgeois, tu participes à une presse bourgeoise, du coup tu sensibilises un électorat bourgeois, parce que tu sais que les révolutionnaires vont pas voter pour toi, tu sais que les gens défavorisés des quartiers qui n'ont pas été socialisés à la politique, à tous ces événements-là, vont soit pas voter, soit voter pour toi de fait parce qu'ils vont pas connaître les partis révolutionnaires. Donc en fait, pourquoi tu veux faire l'union avec des gens comme ELV et du coup prendre leur discours, même le PC, etc., alors que c'est pas le même électorat qui va dans tous les cas ne pas voter pour toi, autant faire ta route, quoi. En vrai, aujourd'hui, il faudrait un renouveau il faudrait le Front de gauche de 2012, il faudrait qu'il y ait le drapeau rouge, que le PCF retrouve ses esprits, ce qui ne fera pas, mais là, il y aurait vraiment une dynamique à avoir, avec tu sais, les prolos qui votent RN en périphérie là parce que ils veulent accéder à la petite propriété. Il y a aucun discours sur ça à la France Insoumise. Alors qu'il devrait y avoir un discours de dire vous voulez accéder à la propriété, eux ils proposent des politiques libérales, nous on propose un prêt à taux zéro pour l'acquisition d'une première maison, je sais pas trop quoi. Voilà, t'as plein de choses qu'on pourrait faire et qu'on fait pas aujourd'hui, et c'est dommage. Exactement. Ouais. Merci beaucoup pour cette discussion autour. Et puis en plus ça, la question de la gauche unie, c'est aussi pour les municipales, mais on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, nous on a toujours des bonnes recommandations cinéma, et c'est le Cinémarx d'Arthur. Il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui en studio, mais il nous a réservé une jolie chronique sur Stephen Hawking. À toi, Arthur. Tu ça. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Cinémarx, la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ
Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, j'en suis fortement désolé. Mais ça revient fort dans 2 semaines, on y croit. Enfin bref, aujourd'hui, je vous parle du maître de la littérature horrifique, Stephen King. Les livres et nouvelles de Stephen King sont très souvent adaptés au cinéma. Parfois bien, souvent mal, mais c'est toujours des histoires qui s'adaptent très bien au médium cinématographique. Des excellents Carrie à Shining, en passant par le chef-d'œuvre qui est La Ligne Verte et le très moyen dans Les Hautes Herbes, les exemples sont nombreux. Aujourd'hui, je m'adapte à la dernière adaptation de Stephen King, ou plutôt je m'attelle, en fait ça aurait été plus français que je dise ça, mais bref, je m'attelle à la dernière adaptation de Stephen King en date. Le film est en ce moment diffusé en salle, The Long Walk, Marche ou crève dans la VF, réalisé par Francis Lawrence. L'histoire se déroule dans une époque indéterminée, dans ce qui semble être les États-Unis sous régime autoritaire, ultra militarisé. Une compétition appelée la Longue Marche est diffusée avec succès chaque année à la télévision à partir du 1er mai. Cette compétition consiste en un groupe de 50 adolescents venant des 50 États des États-Unis, volontaires pour marcher jour et nuit sans interruption aucune, à un rythme minimal imposé, aussi longtemps que nécessaire pour déterminer un vainqueur qui gagnera beaucoup d'argent, ainsi que le vœu de son choix. Ceux qui s'arrêtent, qui ralentissent trop ou qui fuient seront exécutés sur place. D'abord, le contexte du livre. Stephen King a écrit Marche ou crève en 1966. La date est importante car aux États-Unis on est en pleine guerre du Vietnam, où la jeunesse s'engage ou est engagée de force dans la guerre. C'est un des premiers textes de King, un texte de colère, déplorant une Amérique violente et surmilitarisée, avec une population pauvre et où la jeunesse est utilisée comme un outil de propagande et un outil que l'on peut massacrer. Et la Longue Marche, c'est tout ce symbole du faire croire à la méritocratie. La jeunesse doit s'accrocher et y croire jusqu'au bout, et ça finira par payer, on leur assure. C'est ce qui leur est vendu. Et tous sont dans une situation de pauvreté et de désespoir tel qu'ils sont tous volontaires pour participer à ce jeu littéralement mortel. L'histoire dénonce un capitalisme suprême aux USA qui ne peut pas être aboli ni modifié. Les règles du jeu spécifient que le vœu qu'ils feront à la fin de la compétition si elles survivent, c'est un vœu qui ne pourra pas remettre le système en question. Le règlement encourage limite de faire un vœu en pensant à soi. L'histoire se passe dans un monde où la solidarité n'a juste plus sa place. On pourrait croire que, à l'instar des excellents Hunger Games, oui, j'assume le terme excellent pour parler d'Hunger Games, qui me fera taire personne, vu que c'est une chronique préenregistrée. Tous les Hunger Games, ils ont quasi tous été réalisés par le même réalisateur, Francis Lawrence. Du coup, on pourrait croire qu'on va regarder, à l'instar des Hunger Games, des jeunes qui ont la volonté de gagner, que ça va filmer une envie de victoire coûte que coûte. Mais en fait, que ça soit le film, l'histoire ou les personnages, tout est froid, pessimiste et désespéré. Les personnages ne sont pas forcés, mais ils postulent tous. Et ils vont tous à contre-cœur. Personne ne veut y aller, pourtant tout le monde accepte l'opportunité de peut-être devenir riche, même au risque de perdre la vie. Pour une histoire écrite dans les années 60, tout est criant d'actualité. Qui plus est, le film est très graphique dans les mises à mort des participants, très sale dans l'illustration de leurs conditions de participation tout au long de la marche, ce qui lui a valu d'être interdit aux moins de 16 ans en salle. Tout cela renforce la cruauté de la chose, dans laquelle la jeunesse saute à pieds joints. Dans une chose qui, peut-être, ne servira à rien pour eux, et leur coûtera la vie. Si vous voulez voir Marche ou crève, le film est en ce moment au cinéma, mais pas pour longtemps encore, hélas, donc dépêchez-vous. Sinon, je peux vous encourager à lire tout simplement le livre dont le film est issu, Marche ou crève de Stephen King. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu, c'est sur ma pile de livres à lire, mais de ce que j'ai entendu, apparemment, le film en est une très bonne adaptation. Voilà, donc c'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne fin d'émission, à plus. Merci beaucoup Arthur pour ta chronique sur Stephen King. En effet, pas Stephen Hawking, qui finalement n'a rien à voir avec la littérature. Cette émission touche à sa fin et oui, je sais, c'est extrêmement triste. On se retrouve que dans 2 semaines ou sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Qui sont réseaux sociaux? Et mais qui sont, et en effet sur Instagram, vous avez donc le compte Poitou Presse. Avec il n'y a pas une interview de la mère qui doit sortir après? Elle est sortie. Elle est sortie déjà. Ah oui, en fait, t'as pas les notifications. L'autre jour, on est allé à la commémoration, enfin
à la fête qu'il y a eu par rapport à la Palestine qui a été reconnue par l'ONU. Du coup, on a pu l'interroger justement, lui demander quand même le 2 poids 2 mesures entre être là et se féliciter d'un coup de la validité finalement de l'État palestinien, mais par contre de supprimer des fresques dans Poitiers. Bon, elle a un peu évité la question, mais quand on la recevra ici pour parler des municipales, vous en faites pas, je réserve cette question parce que c'est vraiment un scandale d'État qu'elle ait supprimé cette magnifique fresque dans Poitiers. Donc Ventre Presse aussi. Exactement. Abin Couillon sur Twitch. Et oui, et qui reprend la semaine prochaine, non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, d'accord. Ouais. nrslip.info, la nouvelle heure du slip, et aussi le30.info, de futur journal papier qui est déjà sorti, le numéro 1 que vous pouvez acheter à l'envers du bocal ou via Helloasso en précommande. Et on attend le numéro 2, mais qui viendra un jour peut-être. Voilà. Si vous souhaitez voir, je crois qu'on a mis des articles gratuits en ligne, notamment sur la sociologie de la municipalité de Poitiers, finalement, qui est juste des 61% de cadres, 61% de cadres, 0% d'ouvriers, 0% d'ouvriers, 61% de cadres, 0% d'ouvriers, et je crois qu'il y a un employé. Ouais, c'est ça. Et là, cette année, pour leurs élections, ils ont dit qu'ils aimeraient bien avoir une parité sociale, sociologique, etc. Personne n'y croit. Concrètement, ça va encore faire des magouilles. On va se retrouver avec les mêmes en tête de liste. Mais enfin, merci beaucoup, Padju, d'être passé dans cette émission. Vous avez sorti une vidéo YouTube aujourd'hui. Oui, on a sorti une vidéo YouTube qui était sur le fuck justement de Jean-Luc Mélenchon, qui n'existe pas vraiment, à Benjamin Duhamel, où on se remémore un peu les vieilles vidéos de Benjamin Duhamel et Mélenchon que vous connaissez peut-être en 2012, où il lui dit le clash, vous savez, sous le truc qui se lave sur la tête, il y a quelque chose qui se lave pas qui s'appelle un cerveau. Quand il sortait de l'école. Donc on vous invite à aller voir cette chaîne sur la chaîne YouTube de Pas du Team. Et écoute, bon courage avec la brèche, et à très bientôt sur les ondes de Radio Pulsar. Merci beaucoup Robin d'être présent aujourd'hui en studio. Merci Yurigan pour ta chronique. Merci beaucoup Thomas, et enfin merci Arthur, et à bientôt, dans 2 semaines. C'était Gabin dans Poitou Pop sur Radio Pulsar. Au revoir.